D'accord. Imagine que tu es dans les Balkans et que tu commences à conduire depuis Sarajevo jusqu'à Sofia, puis vers Tirana et encore plus au sud jusqu'à Athènes. Tu fais tout ça sans quitter le même pays. C'est fou, non? Ce pays doit être immense. Quelque chose qui ressemble au premier empire bulgare? Peut-être, mais ce ne serait pas un seul pays. En fait, ce serait une union de tous les pays des Balkans, en une fédération balkanique. Bon, pour être honnête, il y avait différents niveaux à cela. Une proposition visait à annexer l'Albanie à la Yougoslavie. Une autre incluait la Bulgarie, reliant ainsi l'Adriatique à la mer Noire. La plus ambitieuse voulait inclure la Roumanie et la Grèce, réalisant l'unité totale des Balkans. L'idée a donné en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, quand ces pays étaient au régime communiste et membres du Comintern. C'était une sorte d'union communiste à l'époque, ce qui paraît fou aujourd'hui. Je veux dire, s'il y a bien une région où vous ne voulez pas essayer de forcer une union, ce serait les Balkans. Ce n'est pas sans raison qu'on l'appelle souvent la poudrière de l'Europe. Ou du moins, c'était le cas dans l'Europe du XXe siècle. C'est le principal foyer d'ultrapatriotisme et de haine envers son voisin. Mais que se passerait-il si cela arrivait ? Les Balkans sont un exemple parfait d'un endroit où les gens partagent de nombreuses similitudes, mais aussi des différences significatives. Le mot Balkan vient d'un terme turc signifiant montagne, mais il symbolise désormais la géographie accidentée de la région et des périodes politiques complexes, parfois violentes. Carrefour entre l'Est et l'Ouest, les Balkans ont été marqués par des siècles d'empires, ottomans, Habsbourg au nord et quelques interventions russes. Ces empires ont laissé derrière eux différentes religions, langues et identités ethniques. Au XIXe siècle, alors que le nationalisme s'éveillait dans toute l'Europe, les Balkans étaient l'un de ces terrains d'essai les plus importants et aussi l'un des plus instables. La chute de l'Empire ottoman a permis la naissance de nouveaux États-nations comme la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie, aux revendications et frontières disputées. Ces tensions ont mené aux guerres balkaniques, 1912-1913, puis à une violence accrue pendant les deux guerres mondiales. Pourtant, au milieu de ces divisions, il y avait aussi des lueurs d'unité. Des expériences de domination impériale, des liens linguistiques et une lutte commune contre l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale ont suscité des appels à la coopération régionale. Et ces idées de fédération balkanique ont commencé à circuler vers le XIXe siècle, principalement portées par des socialistes et des anarchistes, comme le révolutionnaire bulgare Blaguev ou le yougoslave Dimitri Tukovic. Ils imaginaient une structure fédéraliste qui transcendait ce nationalisme. Ces idées, bien que principalement théoriques et éclipsées par la guerre, l'ingérence des grandes puissances et la montée des gouvernements nationaux, sont restées un idéal politique chez les intellectuels de gauche. Dans les années 1940, les mouvements communistes, sortis victorieux de la Seconde Guerre mondiale, ont ravivé ces idées, en Bulgarie et en Yougoslavie. Mais revenons un peu à l'époque où l'idée a commencé à circuler, c'était au XIXe siècle. Et les débats ont commencé à avoir lieu un peu plus tard. Dans les années 1920, la Fédération communiste des Balkans, branche du Comintern, devint l'un des principaux partisans de cette vision. Fait intéressant, son siège était à Vienne, loin des Balkans, mais dans la capitale de l'Empire qui dominait alors cette région. La fédération soutenait les mouvements de libération nationale, luttait contre le nationalisme et visait à unir les Balkans sous une bannière socialiste. Elle a pourtant affronté de nombreux obstacles, des environnements hostiles et les stratégies changeantes imposées par le Comintern de Staline. Il privilégiait souvent les intérêts diplomatiques soviétiques à l'activité révolutionnaire locale. Enfin, les communistes étaient eux-mêmes divisés. Les Yougoslaves voulaient en diriger la future fédération, alors que les Bulgares exigeaient l'égalité. Les Grecs et les Roumains restaient absorbés par leurs propres conflits. C'était un défi difficile. Malgré tout,
l'idée a survécu dans les cercles clandestins, retrouvant une légitimité en 1945 lors de la prise de pouvoir des régimes soutenus par les soviétiques dans la région. Le principal de ces régimes était la Yougoslavie, qui cherchait à étendre son influence régionale comme leader d'une union potentielle. Au centre, Josip Broz Tito, figure emblématique de la Yougoslavie d'après-guerre et ancien soldat austro-hongrois. Un militant communiste chevronné et le chef du mouvement de résistance le plus réussi dans l'Europe occupée. Tito a émergé de la Seconde Guerre mondiale avec une légitimité inégalée, nationale et internationale. Son mouvement partisan avait libéré la Yougoslavie sans aide extérieure et posé les bases d'une révolution socialiste aux racines autochtones. Indépendant de l'intervention directe de Moscou, ce qui était assez rare en Europe de l'Est à l'époque. En 1945, Tito proclame la République fédérative populaire de Yougoslavie, une fédération socialiste composée de 6 républiques, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie et Macédoine. C'était une mini-union balkanique. La structure fédérale était essentielle à la vision de Tito. Elle était conçue pour accueillir les diverses identités nationales des peuples yougoslaves, et ce modèle pouvait être étendu pour inclure le reste des pays des Balkans. Tito voyait ses ambitions au-delà de la Yougoslavie, et se considérait comme le leader naturel des Balkans. Ses succès pendant la guerre lui avaient valu un grand prestige chez les communistes d'Europe du Sud, nombreux à le voir en exemple. Tito pensait que la guerre permettait un nouvel ordre politique dans les Balkans. Un ordre dans lequel les anciennes monarchies, les frontières impériales et les rivalités nationalistes seraient balayées par l'unité socialiste. Dès 1946, la politique étrangère de Tito reflétait de plus en plus cette ambition. Il soutenait les communistes en Grèce durant la guerre civile, renforçait ses liens avec l'Albanie et commença surtout à courtiser. La Bulgarie, pays aux liens linguistiques, culturels et historiques forts, avec les républiques slaves du sud de la Yougoslavie, notamment la Macédoine du Nord. Je veux dire, demandez à n'importe quel grec. Il vous dira rapidement que la Macédoine du Nord ne devrait pas utiliser un nom hellénique, parce qu'ils sont plus proches des Bulgares. Mais de toute façon, pour Tito, une fédération balkanique était plus qu'un idéal idéologique. C'était une stratégie pour renforcer l'influence de la Yougoslavie, le socialisme dans le sud-est, et créer une zone tampon contre le capitalisme occidental et la domination soviétique. Maintenant, quand on y pense, cela reviendrait essentiellement à créer un tout nouveau pays à partir de presque rien. Beaucoup pensaient que c'était une bonne idée, mais la réalité était plus complexe. Alors que la Bulgarie et la Roumanie étaient fermement dans l'orbite soviétique, la Yougoslavie se tenait à l'écart. Staline a d'abord toléré l'indépendance de Tito, pensant que des objectifs idéologiques communs suffiraient à lier la Yougoslavie à Moscou. Après la guerre, la Yougoslavie était vue comme l'un des membres les plus fidèles du nouveau bloc de l'Est. Des tensions sont vite apparues, Tito menant une politique étrangère affirmée dans les Balkans, parfois sans consulter Moscou. Pour Staline, ces initiatives étaient audacieuses mais déstabilisantes et correspondaient à la stratégie soviétique de consolidation du socialisme en Europe de l'Est. D'un autre côté, le comportement de Tito laissait présager un précédent dangereux. Un dirigeant communiste indépendant, formant ses alliances et un possible bloc rival, hors contrôle soviétique. Les prémices de la rupture Tito-Staline étaient déjà présentes. La Bulgarie occupait une position intermédiaire et, comme la Yougoslavie, elle avait été occupée par l'armée rouge, et sa monarchie avait été renversée avec le soutien et l'approbation soviétique. Mais sous Gueorgui Dimitrov, sa direction entretenait des liens idéologiques étroits avec le Comintern et une relation personnelle avec Staline. Dimitrov, marqué par une longue histoire de pensée panslave et fédéraliste balkanique, souhaitait explorer des liens plus étroits avec Tito. Ainsi, l'idée d'une fédération yougoslavo-bulgare a émergé dans un contexte géopolitique marqué par des intérêts concurrents, l'ambition de Tito, l'idéalisme de Dimitrov, la méfiance de Staline et l'inquiétude de l'Occident. L'accord de sang de 1947 allait naître de ce mélange instable. Alors en quoi consistait cet accord ? À la mi-1947, l'idée n'était plus confinée à de vagues déclarations idéologiques ou à des brochures révolutionnaires. Elle était devenue une véritable entreprise diplomatique. L'unification a débuté prudemment.
Début 1947, les deux gouvernements ont engagé des discussions secrètes sur une coopération accrue. Ces discussions se sont tenues à l'abri des regards indiscrets des diplomates occidentaux, et, point crucial, avec une implication limitée de l'Union soviétique. Au printemps et en été cette année-là, les échanges entre délégations yougoslaves et bulgares se sont intensifiés. Attachés militaires, planificateurs économiques et responsables du parti faisaient la navette entre Belgrade et Sofia. Le ton de ces visites était celui de la solidarité fraternelle, et les discours qui les accompagnaient étaient riches en envolées rhétoriques sur l'unité slave, l'internationalisme et la nécessité d'effacer les frontières artificielles. Officiellement, les gouvernements minimisaient l'unification et restèrent prudents, mais en coulisses, les discussions gagnaient en ambition. Des projets de fédération, des plans économiques, des propositions pour harmoniser l'éducation et standardiser la terminologie existaient. Ils préparaient une union formelle, tout était prêt pour leur accord officiel. En août, les dirigeants yougoslaves et bulgares se sont retrouvés à Bled, dans les Alpes slovènes. L'endroit était symboliquement important, loin des capitales des deux nations, mais toujours à l'intérieur de la Yougoslavie. La rencontre, très médiatisée en Yougoslavie et en Bulgarie, peut avoir une portée symbolique si on le souhaite. Les deux dirigeants ont participé ensemble à des rassemblements, prononcé des discours communs, posé pour des photos et affiché une fraternité naissante. Le véritable enjeu de l'événement était le document. Ils ont signé un accord qui, s'il avait été appliqué, aurait profondément changé la carte de l'Europe. Ce n'était pas un traité de fédération complet, mais une première étape. Les mesures principales incluaient la suppression des visas et contrôle de passeports, ouvrant les frontières, la coordination économique, des accords commerciaux, projets industriels communs, intégration des infrastructures, coopération militaire et échanges éducatifs et culturels. Engagement mutuel à respecter les droits des minorités, notamment des Macédoniens, en Yougoslavie et Bulgarie. Une déclaration publique soutenait une future union politique sans date précise, constituant néanmoins la première étape vers l'union complète entre la Bulgarie et la Yougoslavie. L'accord fut accueilli avec joie. Les journaux ont salué une nouvelle fraternité slave. Des défilés ont eu lieu et les écoliers ont appris des chansons sur l'unité balkanique. Mais en réalité, tout n'était pas harmonieux. Les nationalistes sceptiques des deux pays redoutaient une perte de souveraineté, tandis qu'à Moscou, Staline surveillait avec inquiétude, et tout s'effondra rapidement. En 1948, le mouvement communiste mondial a connu un tournant. L'unité idéologique et la solidarité du socialisme d'après-guerre ont cédé la place à de fortes divisions personnelles et politiques. Au cœur de cette rupture se trouvait la scission entre Tito et Staline, la première et la plus spectaculaire fracture au sein du bloc de l'Est. C'est intéressant, car la scission s'est produite en partie à cause de l'intention de la Yougoslavie et de la Bulgarie de s'unir. La scission a empêché que cela se produise. La rupture, issue de mois de tension, n'a pas été soudaine. Staline devenait de plus en plus méfiant envers le comportement indépendant de Tito. Le fait que le dirigeant yougoslave ne consulte pas Moscou pour les grandes décisions de politique étrangère n'a pas aidé non plus. En mars 1948, Staline a envoyé une lettre au comité central du Parti communiste yougoslave, l'accusant d'arrogance et de mépris pour l'expérience de l'Union soviétique. La lettre exigeait une autocritique, un retour à l'orthodoxie idéologique, mais Tito refusa de céder. Il rejeta fermement les accusations de Staline et défendit le droit de la Yougoslavie à choisir sa voie. En juin 1948, la rupture devint officielle. La Yougoslavie a été exclue du réseau des partis communistes sous direction soviétique. Ainsi, tous les autres pays du bloc de l'Est, dont la Bulgarie, durent rompre leurs liens diplomatiques et économiques avec eux. Le Parti communiste yougoslave fut déclaré hérétique, et ses dirigeants furent qualifiés d'ennemis du véritable socialisme. Cela eut des effets immédiats et négatifs sur l'accord de Bled. L'intégration entre les deux pays était déjà fragile, et n'a pas résisté aux pressions de la rupture. Staline convoqua Dimitrov à Moscou, le réprimanda pour ses erreurs, et bien que Dimitrov fût personnellement attaché à l'idée de l'unité slave, il n'eut d'autre choix que de se soumettre. La Bulgarie a stoppé l'unification, annulé les accords frontaliers, supprimé toutes les initiatives et ignoré la reconnaissance de la minorité macédonienne. En fait, le projet de fédération balkanique a été effacé de l'histoire.
Les manuels bulgares n'en parlent plus, et la propagande yougoslave décrit la Bulgarie comme outil du stalinisme. Si tu as commencé l'école dans ces pays dans les années 50, tu n'en as probablement jamais entendu parler. Pour Tito, l'effondrement de la fédération fut un choc personnel et politique. Il considérait la Yougoslavie comme le noyau d'un nouveau modèle socialiste, multi-ethnique et indépendant. La rupture les a poussés à réorienter leur politique étrangère vers le non-alignement et la coopération avec l'Occident. Ainsi, la fédération balkanique est morte, non par confrontation dramatique, mais à cause d'une rupture silencieuse entre deux pays. Aujourd'hui, plus de 70 ans après, cet épisode reste assez oublié. Ce moment n'est plus censuré dans les manuels scolaires, mais il faudrait faire des recherches pour découvrir que cela a existé, ou simplement regarder cette vidéo, je suppose. C'est fou d'imaginer que cela a failli arriver, et cela nous pousse à réfléchir. Et si c'était arrivé et réussi? Et si cela avait connu la même fin que la Yougoslavie que nous connaissons, avec des pays qui se séparent et une multitude de conflits régionaux qui en résultent? La fédération balkanique n'ayant pas vu le jour, cela a peut-être évité davantage de guerres dans la région. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mes mécènes pour leur soutien direct, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.